Quand on les regarde, rien ne laisse penser que les endives qu'on voit sur les marchés dérivent de la chicorée sauvage. Surtout quand on voit les jolies fleurs de chicorée. Et pourtant, c'est bien à partir de la chicorée sauvage qu'on a obtenu les endives. On dit parfois qu'elle est aussi à l'origine des salades comme la frisée ou la scarole, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Car les salades descendent par sélection d'une variété méditerranéenne de chicorée, la chicorée endive, qui est vraiment très proche de la chicorée sauvage. Et pour pas qu'il y ait de confusion, je remets la même chose par écrit. De la chicorée sauvage Cichorium intybus découlent les endives, qu'on voit sur les marchés. De la chicorée endive, Cichorium endivia, découle la chicorée frisée ou la chicorée scarole qui sont des salades. Au passage, vous remarquerez bien la position du H qui dans le nom latin se positionne après le deuxième C, alors qu'il est après le premier C dans le mot chicorée. La chicorée sauvage est une plante vivace de la famille des astéracées et de la famille du pissenlit, ce qui veut dire que l'inflorescence est en capitule et que ce qui ressemble à un pétale est en fait une fleur complète. On le voit très bien sur cette photo. Ce qui trompe, c'est que les 5 pétales de la fleur se soudent ensemble pour n'en faire qu'un, mais si on regarde bien, sur le haut de la pétale, on voit bien les 5 pointes de chaque pétale. On dit que la fleur est ligulée. Chez les astéracées, on trouve 2 types de fleurs, les ligulées, comme celles qu'on vient de voir, ce sont les fleurs qu'on retrouve sur le capitule du pissenlit par exemple, et les tubulées, qui sont des petites fleurs en tubes serrés les uns contre les autres sur le capitule. La tanésie, par exemple, n'a que des fleurs tubulées. Et d'autres, comme la marguerite ou le tournesol, ont des fleurs ligulées sur la périphérie et des fleurs tubulées au centre. Donc quand on effeuille la marguerite, on n'enlève pas un pétale, mais bien une fleur, et plus exactement une fleur ligulée de la marguerite. L'occasion de souligner une petite erreur dans l'encyclopédie Wikipédia, qui à l'article « Effeuiller la marguerite » parle d'un pétale de la marguerite au lieu d'une fleur. Mais comme c'est un abus de langage fréquent et que le romantisme de la chose fait passer ses précisions botaniques au second plan, on va laisser les choses telles quelles. En tout cas, si vous voulez profiter pleinement de la beauté des fleurs de chicorée, il est conseillé d'être matinal pour pouvoir les observer, car en plein soleil l'après-midi, vous ne verrez plus rien. La floraison commence en général vers 6 h du matin avec les premiers rayons du soleil. Les fleurs poussent à l'aisselle des feuilles et des ramifications, car c'est une particularité de la chicorée, la tige est très ramifiée. Elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut environ. Les feuilles, quant à elles, n'ont pas la même morphologie quand elles sont sur la tige ou à la base. Sur la rosette basale, les feuilles sont assez grandes, très découpées, velues, avec une nervure centrale tirant souvent vers le rouge, alors que les feuilles sur la tige sont plus petites et de forme plutôt lancéolée, et surtout moins nombreuses. Mais que ce soit les feuilles de la base ou celles de la tige, elles sont très riches en minéraux, ce qui rend ces feuilles intéressantes si on aime se faire des salades sauvages. On fera quand même attention car elles sont amères, et plus elles sont vieilles, plus elles sont amères. Au point qu'il est préférable de les blanchir avant de les consommer quand elles sont trop amères, pour ôter la partie de l'amertume. Mais ne nous y trompons pas, c'est une bonne plante à connaître si vous aimez manger des plantes sauvages. Et sa richesse en nutriments la rend aussi intéressante en situation de survie. Toute la plante est riche en canaux laticifères, c'est-à-dire que la plante produit un latex blanc, et si vous ne le savez pas encore, la laitue doit son nom à ce même type de latex blanc qu'elle contient, et qui fait penser au lait, d'où le mot laitue. La racine est une racine pivotante, c'est-à-dire que la racine ressemble à une carotte, et c'est elle qui va nous intéresser pour l'aspect médicinal, même si les feuilles et les fleurs peuvent également être utilisées. Le côté amer de la chicorée fait tout de suite penser à la fonction hépatobiliaire, puisque généralement les principes amers favorisent la production et l'évacuation de bile, et c'est bien le cas de la chicorée sauvage qui est une très bonne plante du système digestif. Elle est connue pour ça depuis l'Antiquité, où elle était utilisée comme une bonne dépurative du foie. On la retrouve mentionnée dans le papyrus d'Hébert dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'aspirine. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Le foie, parmi ses multiples fonctions, a celle de détruire et de se débarrasser des toxines qui circulent dans le sang, que ce soit les déchets dus à notre propre métabolisme ou bien les molécules complexes des médicaments ou les divers produits chimiques qu'on ingère via l'alimentation industrielle par exemple. Les déchets sont ensuite empaquetés dans la bile qui, une fois évacuée dans l'intestin, va permettre l'émulsion des graisses et donc en faciliter la digestion. D'ailleurs, quand on a une faiblesse hépatobiliaire, on le ressent facilement par la difficulté qu'on a à digérer les graisses, ce qui se traduit parfois par un vrai dégoût pour les plats trop gras. La bile permet également un meilleur transit, notamment quand la tendance à la constipation provient d'une faiblesse dans la production de bile. Si vous voulez mieux comprendre les propriétés cholérétiques et cholagogues, je vous renvoie à ma vidéo sur l'artichaut dans laquelle je détaille tout ça. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. La richesse en inuline de la racine fait que c'est également une plante intéressante pour nourrir les bonnes bactéries de l'intestin, ce qui permet un bon rééquilibrage de notre biotope intestinal.
On gardera quand même à l'esprit que la fermentation de l'inuline dans l'intestin par les bonnes bactéries risque d'augmenter la production de gaz, il est donc préférable de ne pas l'oublier quand on prévoit d'en consommer. Mais ce serait une erreur de limiter la racine de chicorée aux troubles du système digestif, car c'est une plante à laquelle on va également penser en cas de problème de peau. On n'y pense pas toujours, mais la peau prend souvent le relais quand le foie ou les reins fonctionnent mal. Ce qui veut dire que ce qui aurait dû être évacué par le foie ou les reins va finalement sortir par la peau via les glandes sébacées en soutien du foie ou les glandes sudoripares en soutien des reins. Et ces déchets peuvent irriter la peau, provoquer des plaques, des démangeaisons, etc. Donc, en cas de problème de peau, toujours penser à évaluer l'état du système hépatobiliaire pour voir s'il n'est pas nécessaire de le soutenir, en plus de ce qu'on met en place pour traiter les problèmes de peau directement. Je parlais des reins à l'instant, et la chicorée a également des propriétés diurétiques intéressantes, ce qui en fait vraiment une bonne plante pour aider à éliminer aussi bien par le foie que par les reins. En 2010, une étude a montré un bon effet anti-inflammatoire, on peut donc également y penser dans les inflammations articulaires, puisqu'elle va aider à chasser l'acide urique par les reins justement. Si on veut plus cibler l'élimination par les reins plutôt que par le foie, on peut le faire en dosant un mélange de racines et de feuilles. Plus il y aura de feuilles et plus on favorisera l'élimination par les reins. J'en profite pour rappeler que par les reins, on évacue surtout ce qui peut être dissous, comme les acides par exemple, et que ce qui ne peut pas être dissous est évacué dans la bile par le foie. C'est également une plante intéressante en cas de diabète car elle aide à favoriser la diminution de la glycémie par un effet de sensibilisation à l'insuline qui aide à l'absorption du glucose. On retiendra également que la chicorée n'est pas la plante dépurative la plus puissante, mais ça peut être un avantage quand on souhaite une action en douceur. Si on veut intensifier l'effet, il est tout à fait possible de la combiner avec d'autres plantes dépuratives plus puissantes. Là encore, le dosage entre les plantes permettra d'ajuster l'effet recherché. C'est justement cette douceur qui fait que la chicorée a peu de contre-indications. C'est une plante d'usage assez facile, sauf si on a une allergie aux astéracées bien évidemment. Comme elle agit sur la vésicule biliaire, on fera très attention en cas de lithiase biliaire. N'hésitez pas à demander un avis médical si besoin. Malheureusement, la torréfaction de la racine pour faire de la chicorée soluble lui fait perdre toutes ses propriétés médicinales. Donc, si vous en faites l'ami du petit déjeuner, ne le faites pas pour avoir ses propriétés médicinales, mais parce que vous la préférez au café. En plus, la chicorée utilisée est une chicorée cultivée pour améliorer les rendements en faisant des grosses racines à torréfier, mais qui gardent peu de propriétés médicinales au final. On restera donc sur la chicorée sauvage pour les applications en phytothérapie, et comme sa fleur est très caractéristique, n'hésitez pas à partir à sa découverte lors de vos prochaines promenades. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.